C'est simplement qu'il y a des gens qui achètent leur maison en Bitcoin et rien que ça me plaît. Ce qui veut dire qu'on a une masse, mais immense d'argent qui va arriver sur ces ETF parce que c'est une manière très simple de mettre dans une allocation d'actifs l'actif Bitcoin. Des boules, ça fait peut-être mon 4e. Il démarre jamais quand on s'y attend. Tous ces fonds de pension aujourd'hui, sur un profil équilibré, mettent du Bitcoin pour 2%. Louis-Alexandre de Fossard, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Comment vas-tu ? Bonjour Richard, écoute, ça va pas mal. On est bien occupé cette année. C'est une année intéressante parce que elle commence avec plein de mouvements et nous on aime bien quand il y a des mouvements parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités qui sont issues de momentum pas terrible et puis des opportunités qui sont aussi la confirmation de ce qu'on a construit ces derniers mois ou ces dernières années. Donc oui, on a de quoi s'occuper. 2024, pour nous, c'est plutôt une année qu'on espère marquer d'une pierre blanche. Alors justement, là, on sort sur le côté crypto de 2 ans un peu mezzo. C'était marrant, mais sans plus. Aujourd'hui, il y a une odeur de bull run, de bull market, qui est assez étrange parce qu'en réalité, d'habitude, ça a lieu au moment où la circulating supply se réduit à cause du halving, parce qu'il y a 2 fois moins de Bitcoin injectés à chaque bloc, et du coup, ça a un impact sur la circulating supply, donc le nombre de Bitcoin qu'on peut s'échanger sur le marché, et ça a tendance à entraîner le prix à la hausse. Alors, on ne sait pas qui cause quoi exactement, mais peut-être que tu as un avis là-dessus. Mais là, clairement, c'est beaucoup trop tôt. Que ça parte en octobre, septembre. Ouais. Donc, on est bien avant le halving. Donc, on suppose que les ETF n'y sont pas étrangers. Ouais. Avec ces nouvelles données, quelles sont les spécificités de ce bull market qui s'annonce? Et est-ce qu'il y a un changement de paradigme avec, je me souviens au dernier cycle, on disait les institutionnels arrivent, dans le sens où ils achètent des bitcoins, donc oui, ils en ont acheté, c'est évident. Mais là, c'est qu'ils commencent à placer l'argent de Madame Johnson, Michu, Valderweg et je sais pas qui, Smith. Donc il y a tout le retail est en train de débarquer via les tuyaux de la finance traditionnelle. Est-ce que c'est un gros changement ou alors ça va? Alors, je vais répondre en plusieurs étapes. D'abord, la première fois que je suis passé ici, j'ai regardé ce matin, j'ai dit si on avait suivi mon conseil, qui était un conseil d'investir en dollar cost average et de manière régulière, toutes les semaines, entre le 1er avril de 2022 et aujourd'hui, les gens qui ont suivi cette stratégie ont connu une augmentation de l'ordre de 90% de leur portefeuille. Voilà, c'est juste par rapport à ce qu'ils ont mis, ils ont pris 90% de hausse, donc ce qui veut dire que dans des marchés baissiers, on a la conjugaison de 2 choses, c'est qu'on achète alors que la part de ce qu'on achète, on a de plus en plus de Bitcoin avec ce qu'on achète, et d'autre part, comme Bitcoin est l'actif qui corrige le moins, à l'époque il y avait 37% de dominance Bitcoin, aujourd'hui on est à 52% de dominance Bitcoin dans les cryptos, et bien en fait c'est l'actif qui corrige le moins, enfin en tout cas qui préserve le mieux le patrimoine. Donc premier point, déjà, pour tous ceux qui ont passé ce bear market en investissant de manière régulière, aujourd'hui, ils se retrouvent en très forte plus-value. Alors, ça corrige le moins, on a quand même pris un moins 80 ou un truc comme ça, à moins 80%, oui. Ça corrige quand même. Ça corrige, voilà, pour autant, ceux qui ont suivi cette stratégie sont aujourd'hui grandement bénéficiaires. Deuxième point, je me souviens de Gonzague Granval qui me disait il y a 2 mois, on parlait du fameux bull market et il me disait, tu sais Louis, des bulls, ça fait peut-être mon 4e, il démarre jamais quand on s'y attend. Voilà. Donc en fait, on ne sait jamais quand on s'y attend. Il y aura des statistiques qui disent qu'il démarre de plus en plus tard, qu'il est de moins en moins violent parce que, en fait, avant, on était passé de 50 à 25, de 25 à 12,5. Et là, si on passe de 6 à 3, c'est un moins grand saut que quand on passe de 50 à 25. Donc, il se pourrait qu'il soit un peu moins fort. Ceci étant, je remarque depuis dans tout ce marché baissier, je remarque énormément d'éléments qui me laissent à penser, et je l'ai dit, que cette phase haussière serait puissante. Pourquoi puissante ? Parce qu'elle s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux solides. Des fondamentaux qui n'ont absolument pas bougé. La première, c'est que Bitcoin
est quelque chose de déflationniste dans un milieu qui reste inflationniste. C'est-à-dire que même avec la hausse des taux, on se rend compte qu'il y a toujours de la perte de la valeur de la monnaie, notamment des valeurs des monnaies comme l'euro et le dollar. Alors pour l'instant, Bitcoin est inflationniste. Hein. Nous, on en fabrique tous les jours. Hein. Oui, mais à terme, il sera déflationniste. Oui, à terme, il est déflationniste. Ceci étant, il est créé de manière... la création est de plus en plus faible, et on sait de toute façon que la quantité, elle est limitée, quoi qu'il arrive. Et on peut imaginer quand même que si Bitcoin est l'or du monde numérique, la croissance la croissance d'émissions de Bitcoin est largement inférieure à la croissance du monde numérique. C'est-à-dire le monde numérique croît beaucoup, beaucoup plus vite qu'on a d'émissions de Bitcoin. Donc si on ramène à son monde, effectivement, il est déflationniste parce que le monde en croissance sur la partie numérique il est désinflationniste, pour être précis. Voilà, exactement, il est désinflationniste. Donc en fait, c'est quand même ça qu'il faut remarquer par rapport à ce point-là. Deuxièmement, les fondamentaux de Bitcoin n'ont pas changé, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer, aujourd'hui on ne peut pas forcément dire que les banques centrales soient revenues à une orthodoxie monétaire telle que l'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a une hausse des taux qui a été très forte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une baisse des taux qui est anticipée. Alors, vont-ils répondre à la pression ou pas? Mais en même temps, ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant que les banques centrales remontaient les taux et donc durcissaient les conditions, les gouvernements mettaient en place des plans de relance massifs. Donc là où on aurait dû avoir une moindre émission de dette, on a une émission de dette qui est toujours importante par ces plans de relance. Et les gens oublient cette partie plan de relance pendant que normalement la hausse des taux aurait dû limiter cet endettement. Aux États-Unis, c'est 1 millier de milliards, je crois, de cet ordre-là. Oui, on arrive à même. Ça commence à faire beaucoup de milliards. Oui, et même en Europe, on se demande où est cet argent magique. Et donc les États nous ont montré leur capacité phénoménale à emprunter. Mais pour l'instant, nous attendons les États sur leur capacité un jour à rembourser. Et c'est un sujet qu'on abordera peut-être un petit peu plus loin dans l'entretien, c'est que si on doit rembourser ou si on veut rembourser, à un moment donné, il va falloir prendre dans les poches de quelqu'un, puisqu'il n'y a pas d'argent magique à un moment donné. Soit on fait défaut, comme l'a fait par exemple l'Argentine à plusieurs reprises ces dernières années, ou d'autres pays. La France a pu faire dans le passé défaut. Donc soit on fait défaut, soit on va lever plus d'impôts et on va récupérer du cash là où il est. Et quand c'est possible, parce que faire défaut quand c'est sa propre population qui détient la dette, ça s'appelle pas faire défaut, ça s'appelle juste une norme comptable qui change, quoi. Oui, il ne faut pas oublier que les Européens ont déjà payé pour compte de tiers, puisque la Grèce a vu sa dette qui a été diminuée de 30%. Eh bien, comment cette dette a été diminuée de 30%? Bien, dans les comptes de la Banque centrale, à un moment donné, on a limité, il y a un actif qui est passé de 100 à 70, et ça veut dire que les États, que nous tous, dans nos Européens, nous avons payé pour la Grèce. Donc, pour revenir sur Bitcoin, on est quand même sur des éléments exogènes qui sont plutôt favorables. Et puis, comme on l'a dit, sur les institutionnels, on disait il y a 4 ans que les institutionnels commençaient à arriver dans Bitcoin. Ce qui était vrai. Oui, Ils en ont acheté. Oui, bien sûr. Et notamment tous les high net worth, c'est-à-dire tous les gens qui étaient un peu fortunés et sont rentrés au précédent cycle. Certains d'ailleurs pas toujours à temps, et sont sortis certains même sont sortis à contre-temps. Et même chez les gros miners, par exemple, on a vu des sacrées conneries de fête, dans des boîtes cotées en bourse qui ont acheté des au plus haut. C'était quand même un peu la fête à neuneux, quoi. Oui. Voilà, c'est pas très organisé tout ça. Et là, l'arrivée des ETF le 11 janvier, ça a été quand même un changement de paradigme majeur, puisque on a des institutionnels qui sont là pour représenter des investisseurs particuliers et qui permettent de manière simple, avec une réglementation connue, de pouvoir détenir du Bitcoin de manière simplissime. Alors simplissime, mais pour moi, les gens qui détiennent par l'ETF n'ont pas forcément compris la philosophie de Bitcoin
Ça, c'est mais un autre justement, débat. alors, il faut quand même expliquer parce que moi, j'entends beaucoup de choses et je me dis, mais je sais pas si les gens réalisent ce que ça signifie en fait les ETF, parce qu'aujourd'hui, on peut aller chez je sais pas quoi banque et puis avec son compte courant, on peut acheter du BlackRock iShares. Donc, mais est-ce que tu peux expliquer l'impact, parce que toi qui connais bien ces sujets, le changement de paradigme en fait que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Je crois qu'ils sont à 9 milliards maintenant d'achats sur les ETF. Je crois vraiment qu'on a dépassé les 10 même. Enfin, tu vois, mais qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est quoi la circulating supply de Bitcoin habituellement? C'est quoi ces milliards qui sont dans les ETF? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre mon postier d'acheter du Bitcoin via iShares alors que jamais de la vie il aura une clé dans la poche, quoi. Enfin, une ledger dans la poche pour... J'ai dit ici même que il y a plus d'1 an que quand on faisait une allocation d'actifs en Europe et qu'on mettait du Bitcoin et des cryptos, on demandait pourquoi on faisait ça, alors qu'aux États-Unis c'était le contraire, on disait mais pourquoi il n'y en a pas? Donc ça c'était à l'époque sur la high net worth, donc sur les gens qui étaient très fortunés, il y avait toujours une exposition Bitcoin. Quel a été le changement de paradigme majeur aujourd'hui sur les life pensions, tout ce qui est les plans de retraite américains. Les fonds de pension américains. Ouais, les fonds de pension américains. 401k, etc. Exactement. Bah, tous ces fonds de pension aujourd'hui, sur un profil équilibré, mettent du Bitcoin pour 2%. Ce qui veut dire qu'on a une masse, mais immense d'argent qui va arriver sur ces ETF parce que c'est une manière très simple de mettre dans une allocation d'actifs l'actif Bitcoin. Jusque maintenant, vous vouliez acquérir du Bitcoin, qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez sur une plateforme, vous passiez un KYC, de plus en plus de cas, vous passiez un KYC, donc des éléments de connaissance client, vous envoyiez de l'argent, vous payiez 3-4% de frais, vous aviez vos fractions de Bitcoin. Si vous étiez un petit peu plus connaisseur, qu'est-ce que vous faisiez? Vous transfériez les clés privées au lieu de les laisser sur la plateforme, vous les transfériez sur un cold wallet, un portefeuille froid électronique qui vous appartenait, vous aviez vos fractions de Bitcoin. Donc on peut dire qu'il y avait une certaine difficulté, un certain effort pour pouvoir acquérir du Bitcoin. Plus on le voulait pur, plus l'effort était important. Moins si on acceptait de le laisser dans une plateforme, il y avait quand même un effort d'aller faire une nouvelle plateforme, d'aller faire un achat, ainsi de suite, et de s'exposer à des frais. L'ETF, c'est totalement différent. D'abord, si vous avez un plan, la plupart des plans de retraite sont gérés, c'est-à-dire qu'ont un profil de gestion et sont gérés. Yves Tobam, ici, a pu montrer comment Bitcoin était... Yves Chouefati de Tobam. Yves, on pense à toi. Yves Chouefati de Tobam, j'ai fait tout en 2 mots. Yves a expliqué ici même comment il était très intéressant de mettre Bitcoin dans un portefeuille, notamment en termes de volatilité, de performance. C'était un couple... Le chlore dans la piscine. Le chlore dans la piscine. Très, très intéressant de faire comme ça. Et donc, ce principe, tout le monde l'a vu. Et donc, il était très intéressant pour tous les gérants de dire, bon, je suis banquier, j'ai créé un produit. Comme j'ai créé un produit, je vais le refourguer à tous mes clients. Et donc, aujourd'hui, on a énormément d'achats parce qu'il faut les mettre dans l'ensemble des portefeuilles. Donc le game changer, le changement de règle, c'est que simplement déjà, les établissements financiers vont coller, entre guillemets, du Bitcoin à l'ensemble de leurs clients. Sans qu'ils le sachent. Alors, c'est-à-dire que, enfin, oui. Moi, j'ai fait des stages quand j'étais petit, et notamment dans les banques. Et je me souviens quand on présentait les fonds. Tu vois, t'achètes un fonds World 5000, Booster ++, machin. Déjà, le titre, tu le comprends pas. Hein. Et le plus marrant, c'est quand tu regardes le détail du fonds. Et là, tu dis, mais parce que chaque ligne est incompréhensible, en fait. Il n'y a pas écrit Total, Air Liquide, Bitcoin, Obligation Chine. Non, c'est que des noms. Donc, en fait, il y a un banquier qui structure son produit et qui dit, il embauche un équivalent Chouefati plus ou moins doué qui va structurer un truc en disant, oui, il faut une exposition mondiale, patati patata. Il va faire son fonds que les clients ne comprennent rien. Tout ce que les clients vont comprendre, c'est ce que le conseiller va leur dire. Ouais. Et souvent, les clients, ils arrivent comme ça. Oui, alors j'aimerais bien être exposé à l'Europe. Pourquoi l'Europe? Bon, parce que je vis en Europe, quoi. C'est vraiment de ce niveau-là, souvent. Hein. Ouais. Et du coup, le client, le conseiller, parce que je travaillais au guichet, mais je parlais avec tous ces gens, il dit, bon, alors Europe, si, celui-là, tiens, on l'a parce qu'on en attend à fourguer, parce qu'ils ont des points, ils ont des quantités, il y a des accords, machin. Donc, le conseiller, il comprend pas plus ce qu'il y a dans le fond. Hein. Je m'étais amusé à demander, explique-moi exactement chaque ligne.
oh, faut regarder, hein, là, après, faut taper chaque ligne, faut regarder comment il est fait. Oh, c'est Europe, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Bitcoin, quand il rentre, il sort du petit chemin national en termes de canaux financiers, des chemins vicinaux, et il rentre sur l'autoroute, quoi. Et sur l'autoroute, c'est guidé. Il y a des péages, des panneaux, des machins, t'es dans la file, et c'est vraiment plus le même monde, en fait, parce que les gens ne sauront pas qu'ils ont du Bitcoin dans leur truc. Alors, par rapport au moment où tu es intervenu en banque, quand même la réglementation a évolué. Elle est casse-pied par certains côtés, mais elle a des côtés positifs. Aujourd'hui, et nous on l'a parce que parfois on essaie de former nos clients à ce qu'ils ont comme placement. Et aujourd'hui, quand tu mets une SICAV ou quand tu mets un produit ou un ETF à un client, il peut avoir accès avec l'information qui est normée. Hein, il y a un DCI qui est extrêmement bien fait et normalement tu as accès à un certain nombre d'éléments et donc tu dois voir dans une SICA ou dans un ETF exactement qu'est-ce qui compose les lignes principales et ainsi de suite. Donc aujourd'hui quand même on a fait des gros progrès par rapport à ça. Et sur le DCI typiquement, tu vois les 10 premières lignes, donc ça c'est bien et tout, mais le machin qui pèse 2%, il apparaît même pas. Non. Tout le monde s'en fout. Et Bitcoin il est là en fait. Oui. Parce que c'est le petit élément diversifiant que ton banquier il veut mettre en disant ça va me sauver les miches quand il y aura un bear market en bourse, ce machin va si il se crache, je perds 2% de machin et si ça explose je me sauve les fesses et du coup ça. Donc tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vraiment je parle vraiment du gars qui va à la Société Géniale ou au créancier lyonnais et qui dit je veux une exposition monde aux actions machin, enfin tu vois le truc où il y a 150 lignes dedans quoi, tu vois, ce qui est pas rare du tout. Ouais. Mais en fait déjà en France on a très souvent, même pour des gros patrimoines, ce qui me surprend toujours, beaucoup de fonds maison. Des gens sont en architecture ouverte et on se retrouve, moi que j'analyse des portefeuilles en architecture ouverte où il y a 30% de fonds externes. Ce qui m'a toujours surpris. Explique là, parce que c'est pas évident. En fait, je suis par exemple à la Société Générale, j'ai analysé un portefeuille la semaine dernière, portefeuille de un peu plus de 4 millions d'euros. Globalement, 80% des produits sont des produits de la Société Générale et de ses filiales. Est-ce que sur chacun des produits, c'est le meilleur du secteur, comme la promesse le fait, puisque la promesse de la gestion privée, c'est de dire nous sommes en architecture ouverte, donc si Rothschild est meilleur sur ce point-là, je prends Rothschild. Architecture ouverte, ça veut dire que tu choisis chaque ligne dans le produit qu'on te vend. Exactement, et dans le portefeuille, on va dire, si y a telle société de gestion qui est meilleure sur les actions chinoises, je vais prendre telle société de gestion. Si telle autre est meilleure sur les actions indiennes, je prends telle société de gestion. Et sur les ETF, parce que je l'ai aussi vu sur des ETF, si moi je suis à 0,40 ou 0,60 de frais de gestion et que iShare est par exemple à 0,35 de frais de gestion, eh bien normalement je devrais prendre le moins 10 ans et proposer à mon client quelque chose qui lui prend moins de frais. Or, on analyse les portefeuilles, la plupart du temps déjà, on a beaucoup de produits maison. Et je vais aller un petit peu plus loin. Donc dans 80% des lignes, il se trouve qu'un portefeuille Société Générale, puis tu les cites, bizarrement c'est un produit Société Générale. Et quand tu vas chez le créancier lyonnais, c'est pareil. Lui aussi, 80% des meilleurs fonds, c'est de chez lui, quoi. Alors, comme Crédit Lyonnais et Société Générale ont au départ dans la même société, dans la même asset manager qui est Amundi, tu retrouves, si t'as choisi deux banques qui sont le Crédit Lyonnais et la Société Générale, la plupart du temps, tu vas te retrouver globalement avec les mêmes fonds. D'ailleurs, les clients les SCPI des gens qui ont acheté à Société Générale et Crédit Lyonnais, la plupart du temps, c'était pareil. Rivoli Avenir Patrimoine, et c'était la même. Donc, mais pour en revenir à nos moutons, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'effort sur les frais par rapport à choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas d'effort pour aller choisir vraiment une architecture ouverte. Et j'aime aller un petit peu plus loin. En analysant ce portefeuille l'autre jour, j'ai vu que le client en question n'avait pas de part institutionnelle, mais il avait bien des parts, entre guillemets, retail. Alors, une SICAV... Retail, c'est les particuliers. Voilà, c'est une SICAV que vous pouvez acquérir pour 1 000 euros ou 100 000 euros. Quand vous êtes institutionnel, vous faites des lignes de 100 000 euros et plus, ou 300 000 euros et plus, donc vous avez très peu de frais de gestion. Alors, une SICAV action peut être à 0,50 ou 0,60 de frais de gestion. Et puis, si vous êtes particulier et que vous pouvez l'acquérir dès 1 000 euros, eh bien, la plupart du temps, il y a un 10, un 20% de frais de gestion, plus quelquefois des commissions de surperformance. Mais si les gens sont en gestion privée, normalement, la personne qui souscrit, c'est Société Générale. Donc elle devrait normalement souscrire pour le client des parts institutionnelles, surtout s'il a un portefeuille de 4 ou 5 millions. C'est jamais le cas. Parce que j'ai fait aussi une analyse à un portefeuille CIC, et on a eu exactement le même problème. C'est un portefeuille CIC au global qui faisait 17 millions. Eh bien, il n'y avait aucun produit, aucune part institutionnelle pour les clients. Donc,
Pour en revenir à nos moutons, parce qu'on est parti de Bitcoin et on va revenir à Bitcoin, à partir du moment où l'ensemble des établissements financiers, ou 11 établissements financiers, ont choisi d'avoir des ETF Bitcoin, ça veut dire que les clients de ces établissements financiers auront, qu'ils le sachent ou non, du Bitcoin dans leur portefeuille, ce qui veut dire qu'on va avoir une arrivée, et on l'a vu ces derniers mois, une arrivée très massive de demandes de Bitcoin dans ces ETF. Et même, on remarque quelque chose d'assez intéressant, on a des transferts d'ETF or vers des ETF Bitcoin. Enfin, on voit aujourd'hui que la capitalisation totale des ETF or a tendance à baisser et qu'il y aurait un genre de flux entre l'or et Bitcoin. Et encore une fois, c'est malin. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises sur En tant que crypto. Si vous n'arrivez pas à choisir entre l'or et Bitcoin, en disant je veux la réserve en preuve de travail ultime, monétaire ultime, bah, vous prenez pas la tête, vous prenez la market cap de l'or, prenez la market cap de Bitcoin, vous faites une règle de 3 et puis vous mettez en proportion. Et comme ça, vous prenez pas de risque. Et encore une fois, c'est pas machiavélique, c'est du bon sens. Mais le truc, c'est que ça devient automatique. Enfin, les gens ne savent plus. Il y a un côté robotique, quoi. C'est-à-dire que Bitcoin infuse le système financier de façon mécanique. C'est une pression osmotique qui se fait entre les deux et qui va... Et ça, pourquoi est-ce que... à quel moment... Enfin, quel est le déclic qui a fait dire aux Américains, parce que c'est eux qui ont vraiment lancé le truc, ouais, c'est une bonne idée. Enfin, est-ce que ça signifie qu'ils adhèrent à Bitcoin? Est-ce que ça signifie que moi j'ai l'impression que c'est un pays de l'ultra pragmatisme, ils font ce qui marche, donc si ça marche, je le fais, et puis on se posera la question de pourquoi plus tard. Tu vois, comment t'expliques toi ce... Parce que c'est pas un petit changement en fait. On n'est pas sur les ordinals, tu vois. Je pense qu'il y a d'abord, les États-Unis sont très pragmatiques. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc qui commence à prendre du volume. Je ne peux pas rester à côté. Le marché des cryptoactifs aujourd'hui, c'est 2000 milliards. Bitcoin, c'est 1000 milliards de capi. C'était descendu à 500 millions. 500 milliards. Et donc... c'est un actif qui est difficilement, on peut de plus en plus difficilement l'ignorer. Il faut juste être le patron de Crédit Agricole pour pouvoir continuer à l'ignorer. Mais donc je pense qu'il y a déjà un élément pragmatique. Puis ensuite, il y a toujours, les marchés financiers répondent à des effets de mode. La mode actuelle, c'est même plus Bitcoin. La mode actuelle, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on a des effets de mode. Et ces effets de mode sont des éléments marketing qui permettent de faire une communication différenciée. Et je pense que aux États-Unis, on a la quintessence du pragmatisme et de faire de l'argent. Bitcoin est un moyen de faire de l'argent comme un autre, je vais l'utiliser et je vais avoir une offre là-dessus pour montrer que je suis moderne, que je suis... On réfléchira plus tard au pourquoi du comment du machin, c'est pas notre problème. Je pense pas que les gens qui lancent un ETF soient des fans de Satoshi Nakamoto, cherchent à savoir si c'est Alphine qui a créé le Bitcoin et si savoir comment avec mes UTXO je vais les rassembler à un moment donné dans une zone de faible frais. Voilà, je pense que ça, ils en ont strictement rien à faire. Et du coup, les conséquences pour Bitcoin de tout ça? Les conséquences pour Bitcoin de tout ça, c'est... Avec notre fameux bull market? Les conséquences, c'est d'abord un peu... la perte de la promesse initiale de Satoshi Nakamoto qui est de dire de faire un système pair à pair d'échange de valeurs. Donc c'est pas impossible, il n'est pas perdu, mais enfin la promesse initiale elle est un peu trahie parce que ce qui est en train d'évoluer, c'est plus exactement cet objet-là, même si cette capacité est toujours possible et ceux qui veulent investir dans Bitcoin et détenir leur propre clé privée le font aussi dans ce sens-là. Mais ensuite, sur le marché haussier, il y a une pression acheteuse. Une pression acheteuse, ne serait-ce que pour remplir les poches de ces ETF, dont on sait que si on regarde aujourd'hui la capitalisation sur l'or, on se dit qu'il va y avoir une demande et plus le prix va s'apprécier, parce que vous savez que la plupart des épargnants ont tendance à aller se positionner sur la fin d'un cycle haussier, d'un actif,
Bah oui, malheureusement. Et par nature, c'est ça la fin d'un cycle haussier. Et oui. C'est parce que voilà, faut pas confondre la cause et la conséquence. Oui, c'est quand on propose aujourd'hui du private, quand en 2021 on commence à proposer du private equity à partir de 500 € dans les contrats d'assurance vie, on se dit tiens, il y a peut-être un problème sur le private equity à ce moment-là. Et donc là, on sait qu'il va y avoir, si on a un bull market important, on sait que les ETF vont entretenir ce marché haussier jusqu'à un moment donné où des gens vont dire bon, moi je trouve que ça suffit, on va shorter le marché parce que j'ai beaucoup plus intérêt à shorter le marché qu'à être long sur le marché, et ça va faire comme en 2018. Je me rappelais toujours, j'ai vu, moi je me rappellerai toujours ce changement de janvier 2018 où Goldman Sachs décide de shorter le marché avec les nouveaux outils de la bourse de Chicago. Je le voyais arriver gros comme une maison. Je connaissais pas Bitcoin comme aujourd'hui, mais je disais, ça va arriver et ça va faire mal. Bon, et ça a fait mal. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un engouement avec la suite du halving, qui va être amplifié, à mon avis, par les problématiques d'ETF, et puis jusqu'à un moment donné où ça suffira, il y aura un élément exogène ou indigène, c'est-à-dire que soit exogène au marché parce qu'il y aura un scandale, parce qu'il y aura une plateforme, il y aura une régulation, il y aura ci ou il y aura ça, qui sera l'excuse, le prétexte à partir dans un marché baissier. Le point de basculement. Ouais, le point de bascule, tout à fait. Et là, du coup, comment est-ce que tu peux faire des parallèles entre les manipulations du marché de l'or, ce qui n'est pas du tout complotiste, hein, vous tapez procès, or, grosse banque, puis vous allez voir, ils sont tous fait prendre la main dans le sac en train de trifouiller dans les prix de l'argent et de l'or, et ce qui pourrait advenir des prix de Bitcoin du coup. Parce qu'il y a une fois, là, 9 milliards, c'est petit. 9 milliards sur 1000, moi. Mais si les gars, ils passent à 500 ou à 1000, quand on voit la progression de la market cap de l'or, quand les ETF sur l'or ont été faits, c'est stratosphérique. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait 10 000 milliards dans les ETF Bitcoin. Donc, je veux dire, à un moment, quand on atteint une proportion significative, je ne sais pas ce qu'elle peut être, par rapport à la circulating supply sur le spot, donc de wallet à wallet, on va dire, comment ça se passe, des manipulations du prix de Bitcoin? Bah déjà, il faut savoir que sur chaque matière première, on a des problématiques de cours, on a des problématiques de professionnels qui utilisent cette matière première. C'est JP Morgan qui s'est fait attraper parce que dans les années à la main dans le sac, avec l'aluminium, puisqu'en fait il y avait des problématiques, il fallait pas avoir plus de 50% des stocks d'aluminium, et donc il y avait des norias de camions qui faisaient le tour d'un entrepôt à un autre en fin de mois pour éviter que ça soit constaté. Enfin, bon, ils se sont fait prendre et ça a coûté cher, parce que on peut pas dire. Je pense que JP Morgan est l'une des banques qui a été le plus pénalisée pour des pratiques frauduleuses. Bah, c'est la plus grosse banque mondiale aussi. Mais oui, voilà. Enfin, en tout cas, c'est pour des gens qui disent que Bitcoin c'est l'argent du crime. Moi, je pense que d'abord ils devraient commencer par balayer devant leur porte. Mais pour en revenir à ça, effectivement, on a des potentialités de manipulation, mais ce n'est pas comme l'or. L'or sert une industrie. Aujourd'hui, on se sert de l'or, c'est un actif industriel. Donc, il y a des gens qui ont véritablement intérêt à ce que l'or ne monte pas. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'or ne monte pas alors que la masse monétaire explose, parce que normalement, il y a un lien de cause à effet. Aujourd'hui, on devrait avoir une once d'or qui devrait plutôt être à 5, 6 000, 7 000 dollars l'once. Parce qu'on a une explosion de la masse monétaire et l'or n'a pas augmenté en fonction de cette explosion de la masse monétaire. Mais parce qu'on a un certain nombre d'industriels qui ont besoin de l'or et qui ont besoin de l'or pour l'utiliser, ne serait-ce que pour des pots catalytiques, pour de la bijouterie ou choses comme ça. Et ce sont des clients de grosses banques. Et à mon avis, je pense qu'il y a des sujets là-dessus qui fait que l'or est sous contrôle d'un certain nombre d'intervenants. Ah, tu crois que les 10% de part industrielle dans la valeur de l'or, ça explique, enfin ça contribue. Je pense que c'est une hypothèse. Je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. Parce qu'on le trouve sur l'or, mais on le retrouve sur d'autres... Là, avec Bitcoin, on s'en fiche. Voilà. Bitcoin n'est utile à aucun industriel. Exactement. Et c'est ça qui le différencie. Bon, ceci étant, à partir du moment où imaginons que la capitalisation de Bitcoin soit détenue à 45% par les ETF, oui, on peut se demander si
des acteurs qui ont les mêmes modes de fonctionnement et qui se connaissent peuvent pas amener une manipulation. Oui, on peut s'en poser la question. Mais moi, je suis plutôt, non pas un éternel optimiste, mais je suis plutôt dans l'approche qui est de dire le pire n'est jamais sûr. Et pour moi, la manipulation de Bitcoin par des intervenants extérieurs, choses comme ça, est un élément qui peut arriver, mais je suis pas forcément... Enfin voilà, c'est pas l'hypothèse que je mets en premier. Est-ce que ce serait grave en plus ? Alors, parce que l'or, il a beau être dans tous les sens, oui. Ça l'empêche pas de monter. Oui. Et le gars qui l'a acheté en 2000, il est pas mal. Il fait x10, tu vois, bon, ça va. Bien sûr. Pour un truc qui n'est pas de la crypto, x10 en 20 ans, c'est très bien. Ouais. Et non, après, c'est toujours pareil, c'est qu'on peut se perdre en conjecture et passer des heures sur qu'est-ce qui pourrait se passer comme ci, comme ça. Mais sincèrement, toi et moi, on n'en sait rien. Donc, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Est-ce que ça a un effet majeur, mineur, bénéfique, déraisonnable, pas déraisonnable? Bon, sincèrement, à l'heure actuelle, c'est trop tôt pour savoir. Voyons voir comment les ETF montent dans la capitalisation, et puis on regardera ce qu'il en est. Oui, c'est une possibilité que ça arrive. Bon, voilà, bien. On le garde à l'esprit, et on se concentre sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est aujourd'hui, je reste investi sur Bitcoin, je continue à investir sur Bitcoin, je regarde pas forcément toujours... Enfin, un point fondamental, c'est que moi, ce qui m'intéresse en Bitcoin, c'est pas le prochain bull run. Moi, ce qui m'intéresse en Bitcoin, c'est le cycle qui vient par la suite. Celui-là me semble très intéressant. C'est comment le cycle qui vient va se passer avec des institutionnels qui sont vraiment rentrés dans Bitcoin. Ce cycle-là m'intéresse. Et donc, aujourd'hui, moi, ma vision sur Bitcoin, c'est j'ai une vision au moins à 5 ans, enfin, voire plus, parce que je pense qu'il y a c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose qui est dans les marchés financiers, quelque chose de très, très intéressant, avec peut-être un changement d'échelle et un changement de paradigme. Et à quoi ça sert Bitcoin quand il y en a 80% dans des ETF? C'est-à-dire que en gros le Bitcoin a disparu des wallets. À quoi ça sert Bitcoin? Alors si on a 80%, si on a Bitcoin à 80% des wallets, ça commence à être compliqué parce qu'à mon avis là on aura totalement dévoyé la promesse initiale. Et tu vois, on n'a pas tué Bitcoin, ils sont toujours là, ils sont dans des wallets sécurisés, je sais pas où, dans un trou au fond de la terre avec des mecs, des petits costumes gris qui s'en occupent. Mais ils s'échangent toujours, tu vois. Non, mais il peut y avoir deux marchés. Il peut y avoir deux marchés. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui s'est passé au Nigeria avec l'introduction d'une monnaie digitale de banque centrale, enfin monnaie numérique de banque centrale, ça a montré quoi ? Que l'adoption de Bitcoin allait beaucoup plus vite que l'adoption de cette monnaie numérique de banque centrale. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ? Nous allons avoir l'adoption par les plus grandes banques centrales de monnaie numérique de banque centrale. Et je pense que ceci va pousser un certain nombre de personnes à s'intéresser à la vraie monnaie numérique, Bitcoin par excellence, et donc ça va apporter un regain d'intérêt majeur à Bitcoin. Donc, c'est un des fondamentaux que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais pour moi, la pression qu'il va y avoir sur la mise en œuvre de monnaie numérique de banque centrale ne peut faire que du bien à Bitcoin et amener de plus en plus de monde à s'y intéresser. Et donc, maintiendra un marché différent de celui des ETF. Parce qu'il y a quand même un truc assez... Enfin, moi, ça me fait pas trop rire en tant que mineur, mais tu vois, si tu considères qu'il y a de plus en plus de Bitcoin ETF qui circulent, ça ne nécessite pas de transactions on-chain. Et le problème, c'est que quand Bitcoin ne vit qu'à la condition qu'il y ait une activité on-chain. Parce que si donc après tu me diras les mineurs il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul mais bon tu vois ce que je veux dire, donc alors là-dessus il y a tout un tas d'effets de bord, ouais, tu vois, mais je vais m'inscrire en faux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'a pas fini de voir des innovations sur Bitcoin, mais je pense même qu'on est au début. Nous, on en utilise une qui est Miniscript avec Liana, mais il y en a plein d'autres. Il y a des contrats. Et on a parlé d'un certain nombre enfin, je vais pas dire des smart contracts parce que c'est pas VM, etc. Ouais, il y a plein de choses qui vont arriver avec des contrats conditionnels qui vont s'appliquer de manière conditionnelle. Il y a pas mal de choses qui arrivent et qui vont amener qu'on se serve de Bitcoin de plus en plus. Comme protocole. Ouais. Et puis, attends. Je suis désolé, mais si demain, ma récompense est de 3,125 et que j'ai un Bitcoin à $150 000, c'est pas mal, hein.
En tant que mineur, je suis pas mal, puisque moi j'ai aussi. Ouais, je confirme, ça me va, moi. Voilà. Ça me va. Mais ceci étant, ce qu'on a pu voir sur les ordinals à l'époque, on a pu voir comme transaction, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dans le cycle précédent, ont eu plus de 50, voire même il y a un bloc où on a eu plus de pourboires que de récompenses. Donc, il y a quand même des sujets où c'est très important pour maintenir la rémunération des mineurs que les frais puissent être, qu'ils puissent toucher les pourboires. Mais moi, là-dessus, j'ai pas tellement d'inquiétude parce que je pense que de plus en plus de choses vont nous-mêmes, on va l'utiliser comme on ne le faisait pas. On va créer des transactions qui sont des scénarios de sauvegarde de portefeuille. On ne les faisait pas, on va les faire. Et ce qu'on fait nous, d'autres vont le faire et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y aura de toute façon des développements sur Bitcoin qui vont amener à ce que les mineurs doivent valider les transactions. Voilà. Je ne pense pas que les ETF vont tuer Bitcoin, bien au contraire. Oui, l'idée, c'est marrant, c'est toujours marrant de pousser le raisonnement jusqu'au bout, mais en réalité, ce qu'il faut considérer, c'est que la part qu'on ignore, c'est-à-dire que c'est pas juste des choses, tiens, comment ça va se passer, mais il y a énormément de choses dont on ignore même l'existence, qui vont se produire. Donc c'est là où se projeter et se poser des questions, ça permet d'établir un peu une hiérarchie entre ce que l'on veut, le risque. Est-ce que quand on commence à plus dormir la nuit, faut se poser une petite question sur la diversification de son patrimoine, quoi. Parce que si on se dit oulala, si il se passe quelque chose d'imprévu, je suis mort. Oui, effectivement, tu as un problème. mais voilà, après, pour ce qui est de faire de la projection et d'anticiper l'avenir, c'est juste mort. Enfin, je veux dire, faut pas avoir une once d'ego là-dessus, quoi. Je pense que peut-être qu'on aura un peu raison, on aura sûrement beaucoup tort. Exactement. Voilà, et du coup, on s'en sortira toujours. Voilà, et qu'on a des convictions, mais pas des certitudes. C'est ça. Voilà. Et du coup, je voulais te demander, te parler du marché de l'immobilier, parce qu'on en parlait un peu avant. Alors, ça n'a pas grand rapport avec Bitcoin. Même si en Espagne, on peut acheter sa maison en Bitcoin. Ah ouais, on peut ? Ouais. Oh, c'est marrant. Et il y a eu des achats comme ça qui se sont faits. Ouais, mais tu prends l'impôt sur la plus-value en faisant ta transaction, quoi. Bon, moi, ce qui m'importe, c'est pas le régime fiscal, c'est simplement qu'il y a des gens qui achètent leur maison en Bitcoin et rien que ça me plaît. Et je te parle de marché de l'immobilier parce que je sais que c'est un marché sur lequel tu es actif en tant que CGP, enfin un gestionnaire de patrimoine. Et personnellement, moi je suis assez, j'ai plus du tout d'immobilier en France. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 3 paramètres globaux, généraux, qui définissent la tendance du marché de l'immobilier. C'est la richesse de la population, parce que forcément, au Sénégal, l'immobilier vaut moins cher qu'à Dubaï, voilà, pour des raisons de richesse de la population avant tout. Ensuite, il y a les conditions de crédit, parce qu'en fait, les conditions de crédit, alors que ce soit la durée, les taux, les critères, c'est du levier sur la richesse de la population, c'est une base, et sur cette base, on fait du levier grâce aux conditions de crédit. Plus on augmente la durée d'emprunt, plus les gens peuvent acheter. Voilà. Et la troisième dimension, c'est la tension entre l'offre et la demande. Et là, l'emplacement. Et ce que je vois aujourd'hui, de façon globale, pas de façon particulière, mais de façon globale, c'est que la richesse de la population, donc l'activité économique, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas fifou. Et le fait de s'être coupé du stock énergétique des gars à l'Est, là, qu'on appelle les Russes, pour des bonnes ou mauvaises raisons, on m'en fiche. C'est même pas le sujet sur l'immobilier. Mais ça, globalement, c'est un plafond à la croissance. Parce que croissance, énergie égale croissance. Donc, en termes de croissance et de revenus de la population, pas ouf. Voilà. Les conditions de crédit, elles se sont durcies. Hausse des taux, baisse des durées d'emprunt, etc. Tout ça pour votre bien, il n'y a pas de problème, mais ça s'est durci quand même. Donc là, c'est pas que c'est pas top, c'est que c'est carrément négatif. Et le troisième, la tension offre-demande, mon sentiment, c'est qu'ils sont en train de faire un offre crunch, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ils sont en train d'effondrer l'offre avec des critères sûrement très chouettes pour les ours blancs et tout ce qu'on veut, mais voilà, économiser l'énergie, sauver le climat, sauver les vélos à Paris, j'en sais rien. En tout cas, il y a moins de logements disponibles sur le marché.
Donc pareil, pas top non plus. Et quand je fais la somme des trois, je me dis oui, il doit bien y avoir des endroits comme à Courchevel ou j'en sais rien, où ça monte encore parce que Courchevel sera toujours Courchevel. À Rennes, tu te rends compte que le marché à Rennes, c'est le marché qui croît. Et la banlieue de Rennes, la banlieue est de Rennes, et typiquement, j'étais avec un notaire il y a un mois, avec Wendell Texier, il me montrait les chiffres, il me dit mais moi, nous, ça baisse pas. Mais est-ce que l'immobilier est fondamentalement à la baisse en France? Et est-ce que c'est devenu un marché miné? C'est-à-dire quand on achète de l'immobilier, là, il faut vraiment connaître. Parce que acheter de l'immobilier en 2010 ou en 2000, c'est facile. Pour n'importe quoi, ça monte, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de thèmes. On va essayer de les traiter chacun. Et comme ça, tu choisis. Je fais tes courses. Bon. D'abord, il y a l'immobilier d'habitation où on a un problème structurel d'offres alors qu'on a une demande qui est en croissance, notamment par l'éclatement des cellules familiales, qui fait qu'aujourd'hui, par l'éclatement des cellules familiales, on a besoin de plus de pièces, puisque quand les gens divorcent, la plupart du temps, c'est qu'on se retrouve avec des pièces inoccupées des deux côtés. Donc, on a une demande qui explose pour des questions sociales. Et donc là, en durcissant les contraintes, on a de moins en moins de logements, mais après on a toute une crise. Il y a eu les 3 années terribles pour les promoteurs immobiliers, c'est qu'on a 2020, l'arrêt des chantiers, l'arrêt des notaires et tout ça. Quand on reprend en 2021, les budgets explosent puisque les matières premières explosent. Et donc en 2022, on commence à voir les durcissements du crédit qui vient se terminer en 2023. Et donc là, on a réussi à quasiment tuer 40% de la profession de promoteur, si ce n'est pas 60% de la profession de promoteur. Il y en avait beaucoup qui étaient nés comme ça un peu par hasard depuis 20 ans. Je suis désolé pour cette profession, mais je pense qu'il y avait aussi un petit peu du bon grain et de livret. Et à un moment donné, il va falloir faire ses choix comme dans les agents immobiliers. C'était né sur une croissance, cette croissance était artificielle. Et à un moment donné, il faut remettre les choses au centre. Bon. Pour résumer sur l'immobilier d'habitation, effectivement, on a un problème d'offre. C'est-à-dire qu'on est en train de réduire l'offre alors qu'on a une demande en place. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de marchés tendus, soit à l'accession, soit à la location. Et ça, d'une manière ou d'une autre, il faudra le résoudre de manière pragmatique à l'américaine. Bon, voyons voir comment on fait. Alors, je suis pas un spécialiste. Non, mais développe. Je ne souhaite pas développer sur ce sujet-là, mais il y a des choses qui sont logiques et à un moment donné, on peut pas faire toujours de l'idéologie sur tous les sujets. Mais c'est pas cool. Voilà. Non. Et c'est pas et on n'est pas prêt de résoudre le problème. Et c'est pas la Caisse des dépôts qui va acheter des dizaines de milliers de logements à quelques gros promoteurs pour les sauver. Ouvrir des friches industrielles de gare SNCF. Ça va. Mais par contre, parfois, il y a de la transformation de bureaux qui peut être intéressante, des choses comme ça. Mais maintenant, je vais revenir moi au marché que je connais bien et qui m'intéresse plus, qui est le marché de l'immobilier tertiaire. Le marché de l'immobilier tertiaire, les gens pensent toujours qu'il y a la crise de l'immobilier, que l'immobilier tertiaire a augmenté de manière aussi importante que l'immobilier d'habitation, qu'il n'y a qu'un seul marché immobilier. Non, il n'y a pas qu'un seul marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. On prend un exemple simple. Moi, de ma génération, on a emprunté à 7 ou 7,5 pour s'acheter un appartement ou une maison, notre premier appartement ou une maison, même plus. Mes parents ont emprunté à 14, mais ceci étant, le prix de l'immobilier était très peu cher. Aujourd'hui, c'est pas tellement le taux d'intérêt qui est embêtant, c'est le prix actuel par rapport à des salaires qui n'ont pas augmenté, et donc le fait que ça tenait avec des loyers, avec des taux d'intérêt très bas et des durées très longues. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on remonte les taux avec des durées très longues, ça passe plus parce que les salaires n'ont pas augmenté autant que l'immobilier. Donc on peut dire qu'il y a globalement, il y a une génération qui est allée capter une richesse et qui ne l'a pas forcément transmis à la génération d'après. La courbe de Frigide, quoi, qui résume bien ça. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une des solutions, ça serait de dire, écoutez, vous savez, vous pouvez donner 100 000 euros à vos enfants, et ben vous pouvez aussi donner 100 000 euros pour un achat immobilier. On l'avait fait, mais on l'a pas assez mis en avant. On pourrait donner peut-être 100 000 euros pour un achat immobilier, c'est exonéré de droits, et il pourrait s'acheter de l'immobilier, et ainsi de suite. Ou on pourrait dire, bon, sur les biens immobiliers, si vous donnez pour un achat, une habitation résidence principale, on fait une exonération, chose comme ça. Bon, voilà, ça c'est des sujets qu'on pourrait mettre en œuvre. Maintenant, l'immobilier tertiaire, lui, va dépendre de l'activité économique, qui n'est pas florissante. Ceci étant, on n'est pas dans un pays pauvre, on est dans un pays qui a une certaine... qui s'appauvrit quand même. Qui s'appauvrit, mais qui a une certaine résilience à cause du fait que le PIB est majoritairement entre les mains de l'État. Voilà, je ne veux pas discuter ici de cette anomalie, mais enfin, en tout cas, on peut dire qu'on est plutôt dans une économie, entre guillemets, plutôt socialiste, voire à tendance un peu collectiviste, et non pas libérale. Les gens qui nous disent qu'on est dans une économie libérale, je pense qu'ils n'ont pas tout compris. C'est comme parler gastronomie chez McDo, ça m'a toujours fait rigoler. Bon. Donc, pour revenir à l'immobilier tertiaire, je pense qu'on a eu
des acteurs qui se sont rués sur l'immobilier parce que c'était un des rares endroits où il y avait encore du rendement, et c'était beaucoup plus simple d'aller chercher du rendement dans l'immobilier tertiaire que d'aller chercher du rendement dans l'immobilier d'habitation. Le souci pour moi, c'est que des particuliers qui investissaient dans le cadre de SCPI, qui investissaient 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros de leur économie, se sont retrouvés sans le savoir à côté d'institutionnels qui investissaient des dizaines de millions d'euros. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont eu besoin de récupérer de la liquidité, pour plein de raisons, parce qu'il y a un durcissement des conditions de crédit, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de liquidité, parce que là où j'avais pas besoin d'apport pour faire un crédit, maintenant j'ai besoin de 20 ou 30% d'apport pour faire un crédit, et donc ça change. Donc globalement, on a besoin de liquidité pour faire des investissements, et des gens ont dû sortir de certains actifs. Ou des gens qui avaient des dettes in fine. Donc, in fine, ça veut dire des dettes qui remboursaient le capital à la fin avec des taux variables, faisaient des super opérations en disant je lève de la dette à taux de 1% avec remboursement du capital à la fin et je le place à 5 ou 5,5 dans une SCPI. C'était génial. Enfin, il fallait pas les sortes d'hypothèques pour faire ça. Bon, à un moment donné, le banquier dit non, et moi le taux il est plus 1, il est à 5. Et ben, si le taux est à 5. Et puis enfin, il y a le fait que quand on a des placements sans risque qui donnent du 4, est-ce qu'il faut aller chercher du 5 sur des SCPI, enfin du 4,5 sur des SCPI? Aujourd'hui, les SCPI en particulier a représenté un vrai sujet de mauvais conseils, si je puis dire, puisque les gens qui ont investi dessus ne savaient pas qu'ils investissaient en même temps que des gros. Et que les gros, quand ils allaient sortir en premier. Et un des gros problèmes de la stratégie là que tu donnes en disant je fais un prêt in fine au banquier et puis je me couvre avec un emprunt, avec des parts de SCPI à 5% et je gagne 4 et youpi tralala. Le problème, c'est que si au moment où il faut rembourser le capital, la grosse compagnie d'assurance qui a mis 10 millions, elle sort avant vous, il y a une petite décote sur la valeur de la part de la SCPI, et quand il faut rembourser le prêt, le capital au banquier, on peut se retrouver un peu short, quoi. Alors là, je parle de stratégies qui ont été faites par des institutionnels, pas par des particuliers. J'aurais déconseillé des particuliers de faire ce genre de d'exercice, d'équilibrisme. Voilà. Mais par contre, oui, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des assureurs qui ont investi massivement auprès de SCPI. Il y a eu même des SCI qui ont été constitués, et dans ces SCI, on investissait, ces SCI étaient dans des contrats d'assurance vie et elles investissaient dans des SCPI. Et quand l'AMF, l'année dernière, a dit attention à vos valorisations de parts, est-ce que vous avez, vous, gérant de SCPI, est-ce que vous avez valorisé vos parts avec la hausse des taux? Qu'est-ce qu'ont fait les institutionnels? Ils ont dit, oula, ça sent pas très bon, on va sortir. Et puis, on a peut-être des gens qui veulent sortir, ainsi de suite. Et comme dans l'assurance vie, on doit normalement assurer la liquidité, eh bien, les assureurs sont sortis en premier. Et à un moment donné, quand il a fallu, quand les particuliers, eux, ont voulu sortir, eh bien, déjà, aujourd'hui, il y en a pas mal qui se retrouvent en attente pour récupérer leur part. Et d'autre part, il y a des gens qui avaient beaucoup valorisé les parts de SCPI en les années 2020, 2021, 2022, en disant, bon, j'ai un loyer de X, j'ai une baisse des taux, le loyer, mon parc est en train de prendre de la valeur parce que les taux sont très bas, donc je revalorise la part de ma SCPI. Et ils ont revalorisé quasiment de la revalorisation future, qui n'était pas forcément acquise. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre d'intervenants qui ont corrigé les parts. Donc, ce que tu dis, c'est-à-dire que des gens qui se retrouvent à vouloir récupérer leurs parts se retrouvent avec des moins-values. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à le faire. Alors, les moins-values sur les parts de SCPI ont deux objets. La première, c'est la constatation effectivement de baisse de prix, mais qui est rarement à hauteur des baisses annoncées. La deuxième, c'est quand j'ai une SCPI qui n'est pas très bonne et qui fait 4,20% de rendement, quand mon taux sans risque fait 4% de rendement, eh bien, je n'ai aucun intérêt à rester sur une SCPI qui a un taux facial à 4,20. Si par contre, ma SCPI connaît une baisse de la valeur de la part de 15%, à ce moment-là, ce que je vais annoncer à mes clients, ce n'est plus un rendement de 4,20, c'est un rendement de 4,85. Et si j'étais à 4,30, je vais quasiment être à 5. Donc, cette baisse de valeur, et il y a des gérants qui l'ont fait, et ça, sincèrement, moi, je leur en veux, qui ont fait ça pour pouvoir afficher un taux de rendement un peu meilleur par rapport au taux sans risque.
Voilà, ça a été fait. Nous, ce qu'on a remarqué sur le marché des SCPI, c'est que... Ils ont sacrifié les clients existants pour en acquérir de nouveaux, quoi. Voilà. Et d'autant part, certains ont même fait plus tordu, puisqu'ils ont même, avant de baisser la valeur des parts, en fait, quand on achetait une SCPI, souvent, on touchait les premiers revenus au bout de 6 mois. Ben, certains, dans les 2-3 mois qui précédaient la baisse des valeurs, ont supprimé cette franchise de loyer de 6 mois en la mettant à 0, en disant aux gens hey, venez sur notre SCPI, il n'y a plus de latence de 6 mois. Donc maintenant, moi ce que je remarque, c'est depuis 7 ans, on fait une étude tous les ans sur toutes les SCPI, 8 ans, toutes les SCPI qu'on a vendues un jour. Donc on a fait une étude tous les ans avec toutes les SCPI. Et puis on donnait un avis très favorable, indifférent, et puis par contre négatif. Dès qu'on donnait un avis négatif sur une SCPI, on incitait nos clients à en sortir. Et au fur et à mesure des années de cette étude, on rentrait des nouvelles SCPI à chaque fois, mais on a remarqué que le nombre de tampons rouges qu'on mettait a augmenté régulièrement. C'est-à-dire de SCPI qu'on avait pu recommander à une époque et qu'on ne recommandait plus, et sur lesquels on a amené nos clients à les vendre. Parce qu'en fait, on voyait se dégrader les choses. Parce que quand on achète une SCPI, ce que devrait faire tout épargnant, il devrait prendre le rapport annuel des 2 dernières années et de regarder comment le résultat est construit. Et en regardant la manière dont le résultat est construit, est-ce que ce résultat est construit parce que je prends dans mes réserves, je prends dans mes plus-values, je prends dans mes réserves pour travaux, ça on l'a vu, eh bien je sais que je dope mon résultat, un résultat qui ne devrait pas être celui-là, puisque normalement le résultat de ma SCPI c'est mes loyers sont de temps, mes frais fixes sont de temps, mon bénéfice distribuable est de temps, et je devrais dire mon bénéfice distribuable est de 100, je garde temps pour provision pour travaux, je garde temps pour le report à nouveau, donc pour les réserves, et je distribue le reste. Et depuis quelques années, on voyait quoi? On voyait des SCPI qui distribuaient plus que ce qu'elles pouvaient distribuer. Et distribuer les provisions pour travaux, quoi. Alors certains l'ont fait, d'autres des plus-values. Alors elles pouvaient le faire à raison de distribuer des plus-values, puisque c'est des plus-values en portefeuille, elles pouvaient le faire. Et puis d'autres, mais tu vois, quand tu vois une SCPI qui en 2021 et 2022 commence à s'appauvrir, tu te dis, il y a un sujet. Donc pourquoi on a eu ce problème sur la SCPI? À mon avis, malheureusement, il n'est pas totalement terminé. C'est que nos épargnants ont absolument aucune culture financière en France. Et surtout, ils n'ont pas l'appétence pour ça. Donc, qui fait un effort d'aller lire un rapport de gestion annuel? Qui le fait? Personne. Et puis, il y a un autre travail qui a été fait par quelqu'un qui a regardé, en fait, quelle était la gouvernance des SCPI. Puisqu'en fait, on a des conseils d'administration, enfin, on a des organes de gouvernance sur les SCPI. Et sur ces organes de gouvernance, on s'est rendu compte qu'il y a une certaine consanguinité. Et notamment, dans ces organes de gouvernance, il y avait des gens qui touchaient plus d'honoraires pour être à l'organe de gouvernance qu'ils avaient eux-mêmes de SCPI, de part dans la SCPI concernée. Je m'explique, j'ai 100 000 de SCPI de cette SCPI-là, mais donc je vais avoir 5 000 euros de revenus sur cette SCPI, mais en même temps, j'ai 12 000 ou 14 000 euros de jetons de présence, parce que je suis dans l'organe de gouvernance. Et on a remarqué qu'il y avait une certaine consanguinité dans tout ça. Donc c'est un marché aujourd'hui dans lequel nous, on a conseillé ce marché-là, pas que ce marché, mais on a conseillé ce marché-là et puis d'autres supports qui ne sont pas des SCPI, et dans lesquels aujourd'hui le constat est très simple. Il y a eu des abus, j'espère qu'ils seront sanctionnés, il y a des opportunités. C'est pas les opportunités extraordinaires. On est dans le début des opportunités, donc il y a des opportunités à saisir. Aujourd'hui, on peut acheter de l'immobilier tertiaire avec des décotes de 15 à 20% parce que des gens ont besoin de liquidité. Ce qui est beaucoup quand même sur de l'immobilier, 20%. C'est énorme. C'est pas de la crypto. Hein, c'est énorme. Quand on prend 20% dans les genoux... Mais ça veut dire que là où l'acte en main, on avait des projets acte en main qui se mettaient à moins de 6, aujourd'hui on peut acheter les mêmes à 7,20. 7,20 avec un peu d'effet de levier du crédit à 10-12 ans avec 40% d'effet de levier du crédit, on peut aller sortir un TRI net de frais de gestion au client qui sera plus de 7. C'est pas mal. Et surtout dans des emplacements qui sont sympas, avec des activités qui sont sympas, avec des beaux fermes de 9 ans. Donc il y a des opportunités aujourd'hui sur ce marché-là, il faut aller les chercher. Et donc nous, c'est un marché qu'on a décidé de regarder de nouveau, notamment dans des fonds opportunistes ou avec des gérants qui ont su montrer la capacité à vendre en 2022.
Et moi, je connais des gérants de fonds qui ont été capables de vendre 20 à 25 à 28% de leur portefeuille en 2022. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup. Comme par hasard, ce sont des fonds dits familiaux dans lesquels les familles sont encore aux commandes. Et les épargnants qui sont aux côtés des familles, c'est des fonds Family and Friends, ont la même rémunération que les familles. Voilà, ça c'est un alignement d'intérêts. Cet alignement d'intérêts, il est possible grâce à notre modèle où on est majoritairement aujourd'hui en honoraires et pas en commission. Explique ça, parce que en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà dit, mais je trouve toujours intéressant. Souvent, quand vous avez un CGP qui est pas cher, ça veut dire en fait qu'il est payé par NordVPN, quoi. Le gars va arriver. Villebrequin Patrimoine. Payé par InnoShield et NordVPN. C'est-à-dire que vous savez pas que le gars en fait il est rémunéré. Alors maintenant ils doivent le dire, donc il y a une transparence là-dessus. Mais c'est une transparence, je veux dire, entre tout ce qu'on nous dit et ce qu'on retient, voilà, il y a un gap. Et en fait, ce sont les fonds qu'il vous vend, qu'il le rémunèrent. Oui. Et lui, il dit, bah oui, mais en fait, tout le monde fait ça, c'est un peu le truc. Et du coup, comme tout le monde rémunère les CGP comme ça, bah en fait, je peux choisir. Parce que, voilà, entre NordVPN, RhinoShield, je sais pas quoi, tous les machins, au final, je choisis ce partenaire parce que c'est le meilleur. Moi, ça me fait penser au rayon de céréales. Quand j'étais petit, il y avait au chocolat, à la fraise, à la vanille, puis en fait c'est tout Kellogg's, c'est tout la même boutique. Et en fait le choix est biaisé parce que même s'il y a beaucoup de fonds disponibles parmi ceux qui rémunèrent les CGP, c'est comme ignorer toute une partie du monde comme si elle n'existait pas. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas très grosse qu'elle n'est pas intéressante. Et du coup, voilà, j'aimerais bien que tu développes là-dessus. L'expérience amène à l'humilité. C'est-à-dire que quand on rentre dans un métier comme celui de CGP, on rentre jeune avec beaucoup de force et parfois un peu d'illusion, et l'expérience te montre que tu n'es pas forcément aussi bon que tu l'imaginais au départ. Donc je tiens quand même à dire que moi je ne suis pas celui qui détient la vérité, je suis celui qui partage une expérience et qui croit dans le modèle qu'il a développé. Ceci dit, je pense que la normalité actuelle, c'est qu'il y a une distorsion de la qualité du conseil par le niveau de commissionnement. En d'autres termes, plus on est rémunéré par un produit, plus on aura tendance à le mettre en avant. L'AMF se bat contre ça, je pense qu'elle le fait avec ses moyens. En tout cas, à juste titre. Voilà, à juste titre. Nous, on avait en 2014 eu une réflexion au niveau de l'équipe qui était de dire si demain, Google, Amazon, Facebook ou d'autres font des produits financiers, quelle est notre place ? En 2014, on s'est posé cette question. On avait raison, parce qu'aujourd'hui, Apple fait des produits financiers et des GAFAM vous ne le savez pas forcément, mais Amazon aussi fait des placements, ainsi de suite. Bon. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir positionner, être résistant dans ces conditions-là, il faut devenir un expert et pouvoir avoir un autre mode de commissionnement. Et c'est pour ça qu'on a pu conseiller Bitcoin, parce que Bitcoin ne nous rémunère pas. Il n'y a pas de cashback sur Bitcoin. Donc, à partir de ce moment-là, on peut conseiller n'importe quel actif en fonction de l'intérêt de l'appétence du client. Donc, pour nous résumer, si moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire un placement de 50 000 € sur un contrat d'assurance vie, clairement, c'est pas un modèle dans lequel l'honoraire va être facile à vendre parce que les enjeux sont faibles en termes financiers. Et moi, quand je vais avoir quelqu'un qui va faire un placement de 50 000 €, je serai très heureux. Un collaborateur va s'occuper de lui. Le problème, c'est que réglementairement parlant, j'ai un certain nombre d'obligations qui vont me coûter des sous. Et puis lui, il va gagner dans les meilleures années à bout de souffle en descente le vendant de dos 5 000 balles par an d'intérêt. Donc s'il en donne 2 000 à l'équipe de Louis, comment on va être rémunéré? Dans ces cas-là, s'il y a un contrat qui a 0,90 de frais de gestion sur les UC, qui est à peu près la norme du marché, on va toucher 0,40 ou 0,50 de la part du contrat, et en fonction des SICAV qu'il y a dedans, on va charger plutôt les plus performantes que les plus chargées en frais, mais on va avoir globalement 0,50 sur la partie SICAV et 0,50 sur la partie contrat. C'est que globalement, ce contrat de 50 000 € par an, il va prélever 750 ou 800 € de frais par an au client. Le client ne le verra pas. Et nous, on va récupérer 500 €. On va récupérer 500 €.
Voilà. 500 € pour pouvoir répondre aux clients, pour pouvoir faire sa connaissance client, sa mise à jour de dossier, avoir des bureaux, avoir des téléphones, avoir tout ça. Et donc ça peut pas rentrer dans un modèle d'honoraire. Par contre, dès qu'on va être sur des montants plus importants, on va presque imposer aux clients le modèle d'honoraire. Parce que ça nous permet d'avoir une véritable indépendance dans le conseil. Et de dire, voilà, aujourd'hui on fait un audit patrimonial qui sera payant, quoi qu'il arrive, parce que la personne, elle repart avec son document, et on est indépendant dans le conseil, parce qu'on ne sera pas rémunéré par un produit. Et ça, c'est vraiment un point majeur. Une fois qu'on a rendu l'audit, on a à la fin de l'audit un plan d'action. On met en place un plan d'action, et quand on met en place le plan d'action et qu'il est mis en place, eh bien après on propose un abonnement annuel. Dans cet abonnement annuel, il y a le point annuel sur le contrat, la gestion des actifs, le contrôle et le suivi des actifs chez nous ou pas chez nous. Si le client il a un contrat assurance vie, il a 72 ans, il a fait un contrat assurance vie à la Société Générale 10 ans auparavant, on ne peut pas lui dire de casser son contrat à 72 ans pour aller faire un contrat ailleurs. Non, on va l'accompagner. Il risque de ne pas passer les 5 ans avant de tout... Voilà, et puis en plus, tu sais qu'à partir après 70 ans, on ne peut pas replacer avec les avantages fiscaux les avantages successoraux de l'assurance vie. Donc on va gérer l'ensemble du patrimoine, on va l'accompagner dans la gestion de l'ensemble du patrimoine, et donc avec ce qui est chez nous, ce qui n'est pas chez nous, et avec un montant d'honoraires qui va correspondre exactement à le temps qui va être passé, la technicité qui va être demandée et les gains qu'il va pouvoir faire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a essayé de le descendre, et aujourd'hui on a des forfaits qui sont beaucoup plus bas pour des gens qui ont besoin de quelques heures de conseil par an. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je fais 4 fois par an un point d'une demi-heure, plus avoir accès à une newsletter, plus avoir accès à quelques offres, eh bien, c'est pareil, il y a un package à 60, 90 ou 120 € par mois, et il a, 120 € par mois, on va même l'aider à faire sa déclaration fiscale, et là, il va avoir des choses comme ça. Mais on veut aujourd'hui proposer à des clients un service qui est un alignement d'intérêts, parce qu'on pense que c'est ça qui est la clé de la fidélité du client et de la pérennité de notre activité. Et clairement, un CGP qui est payé à la commission en cashback, jamais il vous parlera de Bitcoin. Non, il va chercher un système où il peut être rémunéré. Voilà. Donc c'est pas parce que 90% admettons de l'univers financier est couvert par des gens qui font du cashback que en réalité l'intérêt, les 10% restants ne représentent pas 50 ou 60% de l'intérêt des conseils qu'un CGP peut vous donner, quoi. Voilà. Et puis c'est vachement trompeur en fait, on se dit ouais c'est bon, il y aura 2-3 trucs où je vais pas entendre parler, mais l'essentiel est couvert. En fait, tu vois, par exemple, on dit sur les SCPI que les CGP se gavent. Bon. Alors, durée de détention moyenne d'une SCPI, c'était avant, maintenant ça a peut-être réduit un petit peu, c'était 12 ans. Voilà. Ça a été 20 ans à une époque. Bon, détention moyenne 12 ans. Quand quelqu'un prend 5% au début sur une SCPI, et si on imagine qu'il fait son beau job, ça veut dire tous les ans, nous ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait un point de la gestion, audit, là. On fait le fameux audit, on l'envoie à tous les clients qui ont des SCPI, on fait ça tous les ans, et donc ça veut dire que sur 12 ans, 5% divisé par 12, ça veut dire qu'on est à peu près à 0,42 par an. Pour moi, je suis désolé, c'est pas voler les gens. Par contre, quand on va prendre une autre SCPI qui nous donne moins, ça ne nous gêne pas parce qu'on va prendre, parce que pour nous, c'est l'intérêt du client. Mais la plupart du temps, c'est qu'on va dire au client, écoutez, c'est comme quand on fait un plan d'épargne retraite, où on met que des ETF et des titres vifs. On gagne vachement moins notre vie en mettant des ETF et des titres vifs dans un plan d'épargne retraite. On demande aux gens, soyez abonnés à notre service, parce que ça va nous permettre de compenser ce qu'on perd, mais ce que vous gagnez en fait. Et un plan d'épargne retraite aujourd'hui dans lequel j'ai mis quelques très belles valeurs européennes et en complément quelques ETF, quand je suis à 20-25 ans de la retraite, ça a de la gueule et ça va m'éviter de prendre 1,5 à 1,80% de frais par an sur une SICAV action. Voilà. À terme, moi je me sens plus à l'aise dans mes bottes quand je vais voir le client en faisant comme ça que quand je fais un truc packagé. Il y a des fonds qui sont un peu chers en termes de frais et ça il faut à un moment donné le retrouver. Bon, est-ce que quelqu'un qui a mis quelques beaux titres vifs et qui fait des arbitrages tous les 2 ans parce que il y a des titres, tu vois, Air Liquide dans un plan d'épargne retraite, ça a de la gueule.
parce que c'est un titre qui développe, qui déroule tous les ans une belle performance. Bah, tu vois, moi, je suis capable, pour mes clients, sous abonnement, de mettre du Air Liquide dans un plan d'épargne retraite. Combien le font? Combien s'embêtent à le faire? Un autre sujet sur lequel je voulais t'emmener, parce que je crois que tout est clair là-dessus, c'est l'énergie. Parce que toi et moi sommes actifs dans le secteur de l'énergie. Et du coup, explique-nous quelle est ta vision de ce secteur. Déjà, en quoi le secteur de l'énergie est clé? Voilà. Pourquoi on s'intéresse à ça en fait? Voilà. Et est-ce que toi tu le fais en Europe? Et pour ça, je te trouve beaucoup de courage, parce que, surtout en France. Terre du libéralisme, comme on l'entend souvent à la télé. Comment tu gagnes de l'argent en France, et plus précisément dans le secteur de l'énergie? Alors en fait, pourquoi on est arrivé sur le secteur de l'énergie? Parce que on va rejoindre le problème de la dette. Nous avons trouvé des États qui étaient capables des États qui étaient capables d'émettre beaucoup de dettes, qui n'ont pas forcément aujourd'hui prouvé leur capacité à rembourser la dette. Ce qui veut dire que pour moi, la dette perd en qualité intrinsèque. Plus le montant est élevé, plus elle perd en qualité intrinsèque. Donc en capacité de remboursement. Le pire n'est jamais sûr, j'ai déjà dit, mais ce sont des choses dont il faut se préserver. Donc on a cherché quel actif pouvait utilement remplacer cela. On a fait un peu de financement d'installation d'énergie renouvelable. Le problème, c'est qu'à la fin des 3 ans, on se retrouve avec le même problème. On a financé de la dette de l'énergie renouvelable. Donc on s'est embêté. Qui est grande. C'est un secteur qui est bien endetté. Voilà. Donc, dans le principe, on s'est dit il faudrait qu'on puisse récupérer la propriété de production d'énergie. Bon, comme je l'ai déjà dit à ce micro, nous dans la famille, on produit de l'énergie hydroélectrique depuis 1964, donc une petite appétence sur le sujet. Et donc, on est allé s'embêter aujourd'hui à avoir une démarche verticale qui est allée même jusqu'à, avec quelques business angels, prendre une participation minoritaire dans une société qui est capable de faire de la charpente métallique, de la pose de panneaux et du raccordement. C'est-à-dire qu'on est capable même, cette entreprise est capable même de faire une solution clé en main, d'ombrières, de bâtiments agricoles, de bâtiments artisanaux ou de réfection de toiture. Et donc on s'est dit, voilà, on va proposer à nos clients, alors pour l'instant sous forme de club deal, et peut-être demain on aura d'autres manières de le commercialiser. Donc club deal, c'est des clubs d'investissement qui sont fermés à quelques personnes et pas accessibles au public. Et etc. là aujourd'hui, je tiens à préciser que cette offre n'est pas accessible au grand public pour le moment. Elle le sera quand on aura répondu à la réglementation. Et dans cette offre-là, qu'est-ce que l'on fait? On va identifier des lieux de production qui pour l'instant sont photovoltaïques, mais je dis bien pour l'instant, parce qu'on a pris nos marques dans le secteur hydroélectrique, pour pouvoir compléter le solaire demain par de l'hydroélectrique. Et donc on va produire. Cette production se fait dans des sociétés de projet. Une société de projet va avoir 2, 3, 4, 5, 6 lieux de production. C'est des clients qui vont investir dedans, soit dans le cadre du réinvestissement de plus-value au titre de 150 OBTR, soit dans le but d'avoir des revenus. Et les clients auront un revenu, et s'ils veulent sortir, on est en train de monter aussi une structure avec un institutionnel qui sera capable de racheter les clients qui veulent sortir. Attention, il n'y a pas de garantie de rachat, que les choses soient très claires. Il y aura des opportunités de rachat. Donc, qu'est-ce que l'on propose à nos clients existants dans ces clubs deals? On leur propose d'avoir un rendement assis sur la production d'énergie. Cette production d'énergie a une partie garantie. Pourquoi? Parce que EDF a une obligation d'achat dans certaines conditions bien déterminées, une obligation d'achat avec un tarif d'obligation d'achat. Donc ça, c'est la partie sécurisée. Et tout notre savoir-faire, avec l'ingénieur que j'ai embauché chez Montagne Énergie, qui est accessoirement un de mes enfants, un brillant ingénieur. Et tu en as beaucoup. Oui. Et donc, on a développé ça. Vous pouvez voir Montagne Énergie sur LinkedIn. On développe donc nos premiers projets, dont la première production devrait démarrer en mai, on l'espère. Et donc là, c'est d'apporter un rendement régulier à nos clients, ou une prise de valorisation régulière pour nos clients dans le cadre de production. Et puis on va aller chercher, en plus du tarif de rachat garanti par EDF, on va aller chercher des solutions qui sont des solutions qui vont nous permettre de rajouter un peu plus de rendement. Et ça sera le bonus.
en quelque sorte, d'aller chercher par différents moyens, l'autoconsommation collective ou autre, d'aller chercher du rendement complémentaire. En plus de l'obligation d'achat. En plus de l'obligation d'achat, c'est toute l'innovation aujourd'hui qu'on ne va pas forcément crier sur les toits, mais sur laquelle on travaille pour apporter des choses. Voilà. Et pour le faire toucher du doigt aux gens, en fait, globalement, aujourd'hui, personne n'achète son électricité à 13 centimes en France, sur la facture. Et du coup, il y a un spread entre le prix que les gens sont prêts à payer et le prix auquel toi tu produis. Oui. Pas auquel tu produis, mais au prix auquel le grand état nourricier te garantit le prix plancher à 13 centimes, quoi. Ouais. Et là, tu dis, il y a peut-être des gaps à aller chercher par divers moyens, peu importe, mais voilà. Non. C'est ça le sujet, quoi. On a une courbe aujourd'hui, on pense qu'on a eu un pic de valorisation de l'énergie sur 2022. Il y a une baisse qui s'est amorcée sur 2023 qui, à mon avis, va continuer en 2024. C'est combien maintenant le kilowattheure là, en ce moment en France? Ça dépend parce que tu vois, il y a des week-ends. Pour les ménages, ouais. Ah non, pour les ménages, non, on ne doit pas être très très loin de 12. Enfin, en moyenne, on ne doit pas être très très loin de 12-13 centimes. Peut-être avec toutes les taxes, on va être à 15, mais c'est plutôt les industriels aujourd'hui qui payent très cher leur électricité. Moi, j'ai vu des industriels qui payent 35, 36, 37. 37 Oui, non, mais j'ai vu des contrats qui sont extrêmement chers. Mais ils fabriquent quoi? Parce qu'on peut rien fabriquer à 37 centimes. Non, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as dû prendre un contrat en 2022 auprès d'un intervenant en 2022. Tu étais un artisan, tu n'as rien qui a été fait en dessous de 35 centimes. Alors bien sûr qu'aujourd'hui tu peux recommencer à renégocier ton contrat et tu vas peut-être avoir du 25-28 et que peut-être qu'en fin 2024 on va repasser en dessous des 20. Mais nous ce qu'on pense c'est qu'on va atteindre un plancher et que globalement le prix de l'énergie va être régulièrement à la hausse. Que l'énergie qu'on a connue jusqu'en 2019, le prix très bas qu'on a connu jusqu'en 2019, normalement on ne devrait plus le revoir. Et donc nous notre rêve c'est quand même que l'énergie produite à un endroit A soit consommée autour de cet endroit A et non pas envoyée à un endroit B et puis C, ainsi de suite. En fait, le Enedis, donc qui est le gestionnaire du réseau ERDF et Enedis, aurait intérêt aujourd'hui à encourager tous les systèmes de circuits courts. Parce que le transport de l'énergie, il consomme énormément. Il y a énormément de pertes en ligne. C'est quoi, c'est 30% les pertes de réseau? Oui, non, l'eau, c'est sûr. Non, les pertes de réseau. Oui, sur l'eau, sur les réseaux d'eau, on perd 30% sans aucun problème. Autant sur l'électricité, ça va dépendre un peu de la distance, qu'est-ce qu'on fait, Justement, toi, en France, tu dirais combien Je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais je pense qu'on perd, dans le transport, on doit perdre une vingtaine de pourcents. Une vingtaine. Voilà. Mais si aujourd'hui, un électron, l'électron, il va prendre le circuit le plus court. Oui, ça, c'est... A priori, ça bouge. On a beau faire des décrets. Voilà. Et donc, en fait, idéalement, ce qui est intéressant à faire, c'est de pas mettre un champ solaire en plein milieu de la Lozère. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de dire j'ai une zone industrielle ou une zone artisanale, je vais voir où est-ce que je peux produire pour que tous les artisans du coin puissent bénéficier d'une électricité à un tarif cohérent. Voilà, moi, ça me botte. Par contre, qui paye le coût de l'équilibrage du réseau? Parce que dans les principes d'autoconsommation, ça marche très bien quand il y a de la demande, mais comme le client veut de l'électricité tout le temps, même quand il fait nuit et qu'il est alimenté par des panneaux solaires, je force le trait, mais ça pour dire qu'il faut arriver à avoir une production stable par rapport à la demande, et ça a un coût. Parce que ça veut dire que si j'ai des stations de production éparpillées sur le territoire, moi l'État, je vais devoir construire des centrales anciennement à gaz. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils vont mettre dans leur centrale, mais voilà, c'est pas nucléaire, je sais pas, des centrales au bois, disons, voilà, des centrales au bois. Mais ces centrales-là, elles vont se couper de la partie qui est fournie par toutes les productions locales, et du coup, mon taux d'utilisation de ma centrale à bois va chuter. Et ça coûte très cher. Donc en fait, c'est le réseau, pour pas dire l'État, qui prend à sa charge, et donc le client, parce qu'il va avoir une électricité plus chère. Et comme il sera plus cher et que toi tu seras moins cher, tu vas lui en revendre. J'exagère. Mais en fait, il y a une taxe pour ça. Il y a une taxe d'utilisation du réseau que l'on paye. Et quand tu fais de l'autoconsommation collective, tu la payes aussi.
Et c'est combien le pourcentage? C'est quoi? Entre 3 et pas 5 centimes. CSPE? Entre 3 et 5 centimes, tu vois. Ah, 3 et 5 centimes par kilowattheure? Oui, les taxes que tu payes aujourd'hui sur un kilowatt en autoconsommation collective, ça va être entre 3 et 5 centimes. Pour cette raison-là, justement. Entre autres pour cette raison-là. Mais revenons à nos moutons, ce que tu as dit est très intéressant, et c'est pourquoi il y a deux manières de faire. C'est pour ça que parfois, aller faire une ombrière ou un bâtiment monopente au sud dans le Gard. C'est quoi une ombrière? Pour protéger des voitures, tu sais, tu mets un bâtiment, enfin tu mets quelque chose quoi. qui me fait de l'ombre. Une ombrière, ça fait de l'ombre. Un préau, quoi. Voilà, exactement. Okay. Tu fais une ombrière monopente, donc une seule pente au sud à 30 degrés dans le Gard pour produire de l'énergie. Ou tu fais, par exemple, dans le Cantal, avec un peu plus d'altitude, un bâtiment est-ouest, à bien orienté est-ouest, et ben tu vas pouvoir voir que sur 10 ans, quand tu fais de l'autoconsommation, tu as beau avoir plus de soleil dans le Gard, ton installation, dans les chiffres qu'elle va rendre pour l'autoconsommation, sera peut-être bien meilleure dans le Cantal, avec une température moins élevée, et ainsi de suite. Peut-être même un peu moins de soleil, mais elle va commencer plus tôt le matin, va terminer plus tard le soir. Et puis la chaleur est défavorable pour la production photovoltaïque. Voilà, et tu vas monter sur des pointes de chaleur très importantes dans le Gard, et tu vas avoir des matériels qui vont s'abîmer, ainsi de suite, alors que tu auras peut-être un meilleur équilibre ailleurs. Donc, il y a ce point-là. Et puis, pourquoi on s'intéresse aussi à l'hydroélectrique? Parce que l'hydroélectrique, contrairement au solaire, n'a pas une valeur nulle à 30 ans, mais plutôt à une valeur résiduelle, et va surtout te résoudre la problématique toi-même de pouvoir avoir une génération d'énergie plus pérenne, notamment plus il pleut, plus t'as d'eau, plus il pleut, moins t'as de soleil, donc moins tes panneaux, et inversement, moins il pleut, plus t'as de soleil, donc plus tes panneaux vont rendre. Back to basics. Et donc, si tu as d'un côté de l'hydro, mais qui est plus difficile à obtenir, et de l'autre côté du solaire qui est plus facile à obtenir, eh bien, tu te trouves avec un mix qui va être beaucoup plus solide. Et tu arrives à avoir tes propres barrages? Parce que moi, ça, c'est un grand rêve. C'est d'avoir mes 20 mégawatts d'hydroélectrique à moi. Alors, c'est pas gagné. À nous, avec les copains. En France, c'est pas gagné. En France, c'est pas gagné. En France, aujourd'hui, moi, je pense que c'est plutôt qu'il y a plein de moulins. Il y a plein en fait, la France a une chance inouïe. C'est qu'elle a de la déclivité. Hein, la France, c'est pas la pente. C'est pas la Hollande. Hein. Et d'autre part, on a de la pluie. Voilà. Bon, moins. Mais en tout cas, on a la pente de la pluie. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'endroits en France où on peut produire. Il faut juste avoir des outils qui peuvent produire des puissances pas forcément énormes, mais qui puissent là encore produire de la puissance là où on la consomme. Voilà. Et donc je pense qu'il y a énormément de lieux. Le but, c'est pas d'aller faire un énorme barrage, parce que ça, nous, on n'en aura jamais les moyens, hein, soyons clairs. Mais par contre, on peut avoir plein de petites unités qui vont faire entre 50 kW et peut-être 200-250 kW. Ah oui, donc c'est tout petit quand même. Oui, ça s'appelle des microcentrales, mais ces productions-là peuvent trouver une rentabilité avec quand on les met en œuvre, un tarif qui est un peu dopé par EDF au départ. Puis après, là encore, tu vas faire du yield, tu vas aller chercher du rendement supplémentaire par rapport aux gens qui sont autour de ton installation. Et est-ce qu'avec des microcentrales, tu arrives à faire un truc qui est assez cool sur les centrales hydroélectriques, c'est-à-dire que tu laisses couler l'eau, hein, tu laisses couler quand il y a vraiment une forte demande, et puis après, quand il n'y a pas de demande, tu remontes l'eau avec ton énergie, et tu la remontes pour moins cher, et derrière tu la refais couler, et c'est un mécanisme typiquement la nuit. Ouais. Tu peux laisser couler la nuit parce que au final le solaire ne marche pas, et la journée où ton solaire produit, tu remontes l'eau pour la nuit. Alors ça, tu peux avoir ce genre de sujet qui est plutôt en montagne. Là encore, c'est des infrastructures, je pense, sur lesquelles nous on n'est pas équipés pour aller au départ, mais effectivement c'est des choses qui existent. Après ça marche sur des petites centrales. Il y a des gens parce que ça c'est un principe, c'est universellement connu dans le monde de l'énergie. Oui, sur les barrages, c'est la base, quoi. Mais il suffit simplement d'avoir un lac de retenue assez grand. Voilà. C'est juste ça. Ouais. Donc si tu as un lac de retenue assez grand, il n'y a pas de sujet. Une pompinette et puis... voilà, mais c'est juste la question de ton lac de retenue, puisque qu'est-ce que tu vas avoir comme volume, qu'est-ce que tu peux turbiner comme volume. Or, la plupart du temps, ce que tu vas essayer de faire, toi, c'est d'essayer de turbiner un flux et non pas un stock. C'est-à-dire ? Moi, ce que je veux, c'est un débit, je veux des mètres cubes secondes avec une chute.
Moi, je veux par exemple, 9 mètres cubes seconde avec une chute de 5 mètres, je sais combien je vais sortir de puissance, tu vois. Et donc, ce que je vais chercher, c'est quand même plutôt un débit en mètres secondes et une chute, parce que ça va me donner une puissance. Et cette puissance, je préfère donc turbiner un flux qu'un stock. Or, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est je vais plutôt turbiner un stock plutôt qu'un lac. Voilà, exactement. Parce qu'à un moment donné, mon lac, quand j'ai fini de le vider, il est vidé. Et si j'ai pas un flux pour le remplir, ça va pas. Or, moi, je préfère un flux qui est beaucoup plus raisonnable qu'un stock. D'accord. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Non. Et donc non pour l'instant. Et l'autre sujet, c'est quoi? C'est que aujourd'hui on fonctionne en club deal là-dessus. Et puis en fait, pour moi, l'énergie et la blockchain doivent se retrouver. C'est-à-dire que mon rêve, et j'espère qu'en 2025 on y arrivera, c'est qu'on arrivera à tokeniser les parts de société pour que nos clients. Ça, on peut en parler, on sait faire. Et non mais on a l'infrastructure et tout. Si tu as besoin d'un coup de main. Voilà. Je connais bien le sujet également. Et donc le but justement, c'est d'ailleurs d'aller dire, aujourd'hui on a fait des club deals avec des gens qui pouvaient mettre des sommes de 50, 100 000 à 200 000, ainsi de suite, enfin 100 000 et un peu plus. Et puis aujourd'hui on a décidé que cette société-là, qui a 5 ou 6 installations, vous allez pouvoir acquérir les tokens à partir de 100 ou 150 $, et puis vous aurez un revenu mensuel qui sera sur le token, et donc utiliser des systèmes... Voilà, j'en discutais hier avec Jean-Marc Jacobson, que tu reçois aussi. Ouais. C'est un sujet sur lequel, moi, ça nous botte pour pouvoir faire le lien entre deux métiers chez nous, qui est l'énergie d'un côté et la blockchain, et comme ça, on aura bouclé la boucle. Ce qui nous embête, nous, en ce moment, là-dessus, sur le modèle, on pensait qu'on allait passer par-dessus, et en fait, c'est pas si simple. C'est l'impôt à la source. En fait, et alors surtout sur Bitcoin avec l'instant mining, on est embêté parce que quand c'est des dollars encore, le dollar d'une année sur l'autre il bouge pas trop, il bouge un peu, mais c'est pas comme Bitcoin. Et l'impôt à la source, le problème c'est que si tu veux distribuer des dividendes toutes les semaines ou tous les mois, on t'en prend 10, 20, 30% en fonction des pays, des machins, des trucs. Et c'est embêtant. Alors, recapitaliser le jeton. En France, je sais résoudre le problème. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Donc j'ai déjà résolu le problème pour la France. Et c'est ça que tu veux jouer. En fait, quelque part, quand tu es CGP, tu connais un peu le juridique, tu connais un peu la fiscalité, tu connais un peu les problématiques économiques et sociales. Donc, quand tu réfléchis à un modèle, tu as déjà un peu une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui n'est pas tout le temps dans la fiscalité, dans le social, dans l'économique, choses comme ça. Donc, nous, la problématique fiscale, on l'a déjà résolue. D'accord. Donc, vous pourriez distribuer régulièrement plutôt que de stocker à l'intérieur du token. Oui, parce qu'en fait, c'est dans la nature juridique du versement que tu fais sur le token que tu vas déterminer la nature de ton versement. Et donc, on en avait parlé d'ailleurs. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'est en fonction de ça, et ça tu le mets dans le token, et après c'est assez simple à aller déclarer à l'administration fiscale. Super. Voilà. Je m'arrête là de façon un peu brute parce que je sais que tu as d'autres contraintes de temps derrière. Oui. Et du coup, merci beaucoup Louis, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup en tout cas Richard pour cet échange encore passionnant, et donc je vous dis à très bientôt. Et puis écoutez, suivez-nous sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, c'est là où on est le plus présent. Vous verrez toutes les aventures autour de la crypto, autour de la gestion de patrimoine, et puis avec Montaigne Énergie, suivez Montaigne Énergie, vous allez voir, on communique pas mal sur les projets qui vont arriver rapidement. Allez, à bientôt Louis. À très bientôt, salut.